Rogéry, bonjour. Vous êtes une grande spécialiste de la musique classique et de l'opéra. Vous avez été le témoin privilégié de la vie et de la carrière de Luciano Pavarotti, qui nous a quittés le 6 septembre 2007. Et vous nous racontez dans votre livre, donc Pavarotti, des anecdotes. Pouvez-vous nous faire part d'une anecdote qui vous a vraiment marqué, particulièrement marqué? Écoutez, peut-être la première fois où je l'ai rencontré, parce que je l'ai cherché partout, je téléphonais dans le monde entier. Alors évidemment, parfois il y avait des décalages horaires terribles, donc je mettais mon réveil la nuit, j'appelais le Japon, on me disait ah ben non, il est parti pour l'Italie. J'appelais chez lui, sa femme me disait non, 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 là il est reparti pour New York. Et un jour, j'étais en train d'appeler comme ça, et je l'ai vu en face de chez moi, à travers la fenêtre, sur le trottoir. Et je me suis dit, je suis surmenée, il faut que je me repose, je le vois partout, ça va pas du tout. Et en fait, c'était vraiment lui, parce qu'il était venu pour 3 jours à Paris et il habitait chez un ami à lui, un musicien, qui était juste en face de chez moi. Et donc, ça a été notre première rencontre. Et à partir de là, ça l'a tellement fait rire quand je lui ai expliqué tout ça. J'ai traversé la rue en courant, je l'ai attrapé, il est monté avec moi à la maison. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu, dès le début, quelque chose qui nous amusait beaucoup tous les deux et qui était un peu comme ça, à la fois de l'amitié et puis quelque chose de très spontané qui s'est créé dès le début. Alors, vous nous expliquez dans ce livre son parcours qui n'a pas toujours été évident pour devenir le fameux ténor connu mondialement. Alors, vous expliquez qu'il a démarré la scène internationale par l'Angleterre, puis Miami, aux États-Unis, l'Australie. Mais paradoxalement, il lui a fallu des années de patience pour devenir un petit peu, pour conquérir Modène et l'Italie aussi. Mais on dit, il y a un proverbe qui dit nul n'est prophète en son pays. Et je crois que vraiment, c'est assez vrai. Je ne sais pas pourquoi. On a toujours l'impression que l'enfant du pays est celui qu'on va accueillir lorsqu'il reviendra. Donc il y a une espèce de parcours obligé, de punition en allant ailleurs se faire reconnaître pour être accueilli. Ça a été pareil pour Régine Crespin. Régine Crespin, qui a été une des grandes voix françaises, a dû quitter la France pour aller aux États-Unis et puis en Allemagne, où elle a fait une carrière formidable. C'était la seule grande voix wagnérienne française. Et pour revenir enfin se faire reconnaître dans son pays. Et c'était pareil pour Pavarotti. Alors, il rêvait des États-Unis et puis il fait un véritable triomphe, vous l'expliquez, donc en 72 aux États-Unis avec le rôle de Tonio dans La fille du régiment, qui lui consacre donc une place unique au Panthéon américain des ténors. Oui, parce que c'est un rôle difficile à chanter. C'est ce fameux bel canto qui veut dire beau chant, bien sûr, mais chant difficile, parce que c'est très acrobatique. C'est pour ça d'ailleurs que le public adore ce répertoire. Pour les femmes, c'est pareil. Quand on chante la scène de la folie de Lucia di Lammermoor, ça n'en finit plus. On rivalise dans les aigus avec la flûte. Enfin bon. Et là, il y a des contrutes très aigus. Et donc, il y en a 6 qui se suivent. Et Luciano, non seulement les a chantés et les a attrapés, comme on dit en termes de métier, haut la corde vocale, mais en plus, il en a rajouté un supplémentaire qui n'était pas prévu. Donc, il avait déjà ce goût de la séduction, quoi. Il voulait absolument séduire les gens. Et vous auriez été en face de lui, vous auriez fait une cour d'enfer, parce qu'il ne résistait pas aux femmes. Et dès qu'il y en avait une qui lui plaisait, vous ne lui auriez plus, c'est sûr. Vous auriez été sous le charme. Sa renommée, il l'entretient aussi grâce à la télévision, vous l'expliquez? Oui, très vite, il comprend ce qu'il va pouvoir tirer de cette petite lucarne qui fait que du jour au lendemain, il y a des milliers de personnes qui vous découvrent. Et là où même dans les plus grandes scènes, vous êtes par exemple à Modène, quand il chantait avec Pavarotti and Friends, il y avait de 20 000, 30 000 personnes. Là, quand il chante à la télévision, un point d'audience, c'est 500 000 personnes. Donc, vous imaginez d'un seul coup la notoriété. Et comme il passait dans des shows où il y avait des gens de diverses formations, où il y avait aussi bien une star de cinéma que le plus grand journaliste politique américain qui l'interviewait, donc il y avait des milliers de téléspectateurs. Et du jour au lendemain, il va acquérir une notoriété planétaire quasiment. Alors Pavarotti devient donc le symbole de la démocratisation de la musique classique. Oui, oui, parce que il va en fait y aller par étapes. Ça va commencer avec les 3 ténors, où il se retrouve dans une sorte de compétition incroyable. Ce sont les 3 plus grandes voix de ténors à ce moment-là.
Et donc, au lieu, en général, vous savez, on dit toujours, dans un dîner, il ne faut pas inviter 2 ténors ou 2 sopranos, parce que bon, ça se passe mal. Et lui, non seulement il en invite un, mais 2, et ils sont tous les 3, et ils font comme un match. Et comme c'est dans le cadre du mondial de football, il y a cette espèce de compétition entre 3 où chacun marque des buts avec les aigus. C'est moi qui ai tenu le plus longtemps, non c'est toi, non c'est moi, etc. Et le public adore ça. Et donc, il y a eu ce succès, si vous voulez, de ce méga concert dans les termes de Caracalla, avec Placido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti. À dose homéopathique, les petites mélodies napolitaines, et s'est dit, dans le fond, pourquoi ne pas aller plus loin? Et il a fait Pavarotti and Friends, qui était la 3e étape, donc, avec Lucio Dalla, avec Sting, avec Madonna. C'est star de la pop. En fait. Voilà. Et évidemment, tous les puristes ont dit, mais quelle horreur, mais voilons-nous la face, mais c'est du crossover, mais enfin comment, etc. Et lui disait, moi, sur les 20 000 personnes qui viennent, qui ne me connaissent pas, il y a des jeunes là-dedans qui viennent pour Sting ou pour les autres, s'il y en a seulement 10 qui, en entendant ma voix et en me voyant, se disent « Ah ben c'est ça un chanteur d'opéra, tiens, s'il repasse, j'irai l'écouter », j'ai gagné mon pari. Merci beaucoup, Evre Djeri. Merci à vous.